Bonjour et bienvenue sur ce plateau TV Énergie renouvelable et territoire du salon Bipositive 2017. Je suis Thomas Bleuzeville, journaliste spécialisé en énergie et en environnement. Et je vais animer au nom d'Environnement Magazine ce plateau TV consacré à la décentralisation énergétique. Un plateau TV intitulé Énergie vers une décentralisation des décisions, point d'interrogation. Alors on a beaucoup parlé dans le quinquennat qui s'achève des territoires et des collectivités locales, et l'énergie n'a pas échappé à cette tendance. On parlait de territoire hydrogène, de territoire à énergie positive pour la croissance verte, de réforme territoriale. Pour autant, peut-on dire qu'on a assisté à la décentralisation énergétique? Quel bilan en tirer? Qui fait quoi? Va-t-on assister à une décentralisation des prises de décision? Il y a beaucoup de questions sur ce sujet, mais pour en parler, j'ai avec moi Nordine Boudjelida, bonjour. Vous êtes directeur régional en Auvergne-Rhône-Alpes de l'ADEME. Et Yannick Régnier, bonjour. Vous êtes responsable de projet énergie et territoire au CLER, le réseau pour la transition énergétique. Et vous y animez notamment le réseau des territoires à énergie positive, ou TEPOS. Alors, pour introduire ce vaste sujet, je vais vous poser la même question à tous les deux. Est-ce que vous estimez que les collectivités locales ressortent renforcées en matière d'énergie du quinquennat qui s'achève? On n'est pas là dans la politique, mais dans la dynamique actuelle, est-ce que vous estimez qu'en quelques années, leur rôle s'est renforcé sur les questions d'énergie? Nordine Boudjelida. Je considère que oui, à travers l'ensemble des initiatives qu'elles ont pu prendre, que l'État, que les conseils régionaux et d'autres acteurs ont encouragé. Donc de ce point de vue-là, on le voit sur le terrain, elles ont pris en main leur destin sur ces sujets de la transition énergétique et écologique, accompagnés aussi par un train de mesures qui les a incités à davantage s'impliquer sur ces sujets, même s'il reste beaucoup de choses à faire. Donc pour vous répondre, sortir renforcée, c'est pas tant comme cela que j'aurais formulé la question. Ce que j'observe sur le terrain, c'est qu'elles s'investissent sur ces sujets dans une vision transversale des problématiques énergétiques sur leur territoire. Yannick Régnier, est-ce que vous observez une même dynamique? Oui, bien sûr, globalement, les choses ont évolué favorablement. Peut-être pour préciser un peu, ça fait une bonne dizaine d'années que le CLER propose en fait une organisation territoriale de l'énergie. C'est vraiment notre ligne de conduite depuis maintenant la préparation des présidentielles et des législatives de 2007, et donc en amont du Grenelle. Et depuis effectivement ces 10 ans, on a vu beaucoup de choses évoluer. En particulier, je dirais aussi... l'Europe a joué un rôle très important historiquement. Peut-être je vais citer 3 choses. La libéralisation des marchés de l'énergie, la question du paquet énergie-climat à l'époque, 3x20, énergie renouvelable, efficacité énergétique et diminution des émissions de gaz à effet de serre, et le travail en réseau, beaucoup. Et donc ce qu'on a pu observer d'autres pays, notamment à travers l'action de réseaux tel Energy Cities, qui est basé en France, qui est un réseau européen de collectivités locales. Et c'est dans ce cadre-là aussi que la France a avancé petit à petit par la transcription de loi et par l'addition de mesures favorables. Donc c'est dès l'échelon européen que ça a permis d'ouvrir les vannes de l'action locale, si je résume en 2 mots. Nordine Boudjelida, pour planter le décor, est-ce que vous pouvez peut-être nous poser un peu le contexte de ce qui, justement, a changé depuis 3-4 ans pour les collectivités locales, en termes d'outils, ou plus largement en matière d'énergie? On pourrait reprendre une démarche qui nous est chère avec le CLER ici, dans cette région Rhône-Alpes et dorénavant Auvergne-Rhône-Alpes, sont les territoires à énergie positive, qui sont des dispositifs d'animation des acteurs à l'échelle du territoire sur ces sujets, qui remontent à maintenant plus de 5 ans, 5-6 ans peut-être, que nous avons dont nous avons largement fait la promotion dans cette région il y a 4-5 ans maintenant, et qui ont été repris dans la loi. Donc on peut s'en féliciter. C'est finalement, pour être très simple, mais Yannick Régnier en parlera certainement bien mieux, c'est la volonté sur ces sujets de les aborder avec le plus large spectre d'acteurs, citoyens, représentants des citoyens, entreprises, consulaires, groupements professionnels, collectivités. C'est finalement faire le point sur ses forces et ses faiblesses en matière énergétique et réfléchir à un programme d'action qui permette
à 2050, puisque c'est à ces horizons-là qu'on raisonne, eh bien, de diviser par 2 nos consommations énergétiques. On retrouve d'ailleurs cet objectif dans la loi de transition énergétique et écologique, et de tenter de couvrir cette consommation réduite, ça c'est très important, l'efficacité énergétique, de les couvrir à 100% par de l'énergie renouvelable et de préférence locale. Vous voyez, donc c'est un objectif visible, un bel horizon, et beaucoup de territoires, notamment dans cette région, se sont engagés dans cette démarche. Donc voilà un exemple d'implication nouvelle sur ces sujets. Yannick Régnier, est-ce que vous voyez, vous aussi, des choses qui ont changé pour les collectivités, et est-ce qu'on peut parler de décentralisation énergétique? Oui, je voulais peut-être en venir déjà sur des mesures un peu dures en termes de droit en fait, que la loi a apporté de manière favorable. La possibilité pour les collectivités locales d'intervenir dans des sociétés de projets énergie renouvelable. La possibilité de recourir à du financement par les riverains de projets énergie renouvelable dans des conditions simplifiées justement à ces mêmes projets. La question de l'instruction unique pour simplifier l'administratif autour des projets énergie renouvelable. L'obligation de rénovation, alors qui a été un petit peu assouplie depuis, mais sur la rénovation des bâtiments, qui est un enjeu évidemment clé, etc. L'idée, parallèlement à ces mesures-là, c'est qu'il y a des mesures un peu globales, telles la généralisation des plans climat, air, énergie territoriaux à toutes les collectivités à partir de l'année prochaine de plus de 20 000 habitants, qui est une bonne chose dans l'absolu, dans la mesure où ça va bientôt couvrir quasiment la France de plans climat. Simplement, peut-être qu'il faut mentionner une chose qui est assez importante, c'est qu'en face de cette contrainte qui va apporter des choses favorables en termes de généralisation de la culture énergie, on peut avoir peut-être un défaut de moyens, ou en tout cas une absence de moyens dédiés. En l'occurrence, quand on parle de décentralisation, il y a aussi la question de la décentralisation des moyens. Et comme parallèlement, les collectivités ont perdu dans le cadre du mandat passé une partie de leur dotation générale de fonctionnement, voilà, on a une sorte de balancier qui à la fois va favoriser la culture énergie et en même temps ne donne pas toujours l'intégralité des moyens nécessaires justement pour la mettre en œuvre à l'échelle territoriale. Nordine Boudjedida, cet outil, là on est dans le concret, dans l'outil les PCAET qui est mis à disposition des collectivités. Alors ça existait déjà, hein, les modalités s'étendent. Est-ce que c'est utile? En quoi c'est utile? Et en particulier pour les petites collectivités, voilà, est-ce que ça ne fait pas trop de travail? C'est du travail, bien entendu, mais c'est un travail nécessaire aujourd'hui lorsqu'on regarde l'enjeu climatique à l'échelle de notre pays, à l'échelle de la planète. Donc un petit peu d'obligation à se préoccuper de ce type de questions, de mon point de vue, ne fait pas de mal. La vraie question qu'il y a derrière, c'est le portage d'un plan climat, énergie, air territorial. Je pense que c'est important de pousser par ce type de dispositif à ce qu'une collectivité, les différents acteurs que je citais tout à l'heure, s'impliquent. Ensuite, c'est comment on anime les choses. C'est pour cela que très vite, je fais référence à quelque chose qui nous est cher, territoire à énergie positive, parce que dans ce cas-là, vous avez quelque chose qui est de l'ordre du volontariat. Et le volontariat, ça va bien plus loin qu'une obligation qu'on peut peut-être parfois prendre à la légère, mais voilà, je pense que c'est bien d'obliger et derrière il faut encourager, stimuler et commencer à bouger le bloc des compétences, puisque c'est finalement à cela que l'on a affaire. Nous sommes en train de préparer par ce type de mesures obligatoires, certes encore limitées aujourd'hui, et par des appels à du volontariat pour aller plus loin, vous voyez, sur des logiques de territoire à énergie positive, on prépare un peu le bloc de compétences de demain. Et je voudrais revenir sur votre formulation. Vous savez, chez les juristes et notamment les constitutionnalistes, il y a toujours un débat entre légalité et légitimité. La légalité, c'est ce que la loi vous prévoit que vous fassiez. La légitimité, c'est ce que la loi n'a peut-être pas prévu que vous fassiez, elle ne vous a pas empêché de le faire. Et au regard de la problématique et aux yeux de ceux qui sont concernés, citoyens, habitants, entreprises, c'est vous qui êtes légitime à faire. Et aujourd'hui, les collectivités sont certes pas forcément légalement légitimes à intervenir, surtout légalement fondées à intervenir sur toute une série de sujets, mais elles sont légitimes à intervenir et c'est là-dessus que nous travaillons, avec elles, bien entendu. Alors vous avez parlé d'animation, vous avez déjà évoqué les territoires à énergie positive, donc les TEPOS dont je parlais tout à l'heure, voilà, portés par Leclerc. Le gouvernement a aussi lancé les territoires à énergie positive pour la croissance verte, les TEPCV. En 2 mots, c'est 2 outils qui se complètent. Bon, les TEPCV, on se doute bien qu'on arrive à un mandat électoral, donc on verra ensuite ce que ça donne. Mais au-delà de cette considération électorale, c'est des outils qui se complètent, qui ont la même vocation. Comment est-ce que ça s'articule? Oui,
Je voulais peut-être revenir un tout petit peu sur la question de la décentralisation énergétique et ce que Nordine Boudjelida a bien évoqué. Je pense qu'en matière de décentralisation énergétique, c'est-à-dire l'apport de davantage d'autonomie pour les collectivités en matière financière, juridique, technique, on n'a pas fait tant de progrès que ça de facto. Une mesure symbolique pour laquelle nous, évidemment, on se bat depuis des années, je pense que l'ADEME le sait aussi, c'est la question de la distribution d'énergie et le quasi-monopole qui est encore attribué aujourd'hui aux filiales d'EDF et d'Engie que sont Enedis et GRDF. Ça, c'est un verrou juridique pour contre la capacité d'action relativement autonome des collectivités à intervenir sur toute la chaîne énergétique, de la production à la fourniture, en passant par la distribution. Quand on voit ce qui peut se passer en France sur les quelques territoires qui sont dotés d'entreprises locales de distribution, avec le groupe Énergie Vienne, avec GEG à Grenoble, UEM à Metz, et notamment la force que ces opérateurs constituent aujourd'hui pour les territoires, pour développer les énergies renouvelables et la maîtrise de l'énergie. Et les exemples en Allemagne ou dans d'autres pays sont encore plus marquants, évidemment, parce que culturellement, la décentralisation juridique existait. Voilà, ça, on est sur un verrou qui aujourd'hui n'est pas problématique en soi pour la transition énergétique, dans le sens où ça ne bloque pas aujourd'hui les choses de manière si forte que ça. Mais dans une tension vers plus d'énergie renouvelable, plus de maîtrise de l'énergie, on craint que ça puisse arriver à créer des conflits d'intérêts, on va dire, entre les différentes échelles d'imbrication. Parallèlement, pour aller dans le sens de Nordine Boudjelida, des mesures telles que l'inscription de la définition du territoire à énergie positive dans la loi, dans son article 1, symboliquement, c'est d'une force considérable. Et parallèlement, l'appel à projet territoire à énergie positive pour la croissance verte qu'a lancé la ministre Ségolène Royal, avec des moyens financiers conséquents, une implication personnelle, à toute épreuve, elle signait chaque convention personnellement, elle a reçu tous les élus plusieurs fois. Ça a créé un mouvement très fort, et on le voit dans la presse quotidienne régionale. Moi, je suis abonné à des alertes. On a vu une généralisation de la question énergétique dans les territoires qui a été extrêmement forte. Et finalement, donc, le droit dur n'évolue pas, mais le droit mou, pourrait-on dire, a fait un progrès majeur, et donc on a assisté à ce que nous, on qualifie souvent de déverrouillage culturel sur le rôle des territoires en matière d'énergie dans cette mandature. Vous vouliez réagir ? Oui, avec des exemples concrets, même si je ne vais pas citer les collectivités, en tout cas pour le territoire que je connais le mieux, à savoir Auvergne-Rhône-Alpes, nous avons eu toute une génération là, de territoires à énergie positive pour la croissance verte, qui ont répondu à l'appel à projet de la ministre, que nous allons rencontrer dans la foulée pour leur dire mais venez à cette démarche que nous avions initiée quelques années auparavant, que la ministre a repris. Elle l'a repris dans une vision qui consistait à embarquer un maximum de territoires. C'est-à-dire, l'idée, c'était pas forcément mettre autant de méthodes et un peu de technique, je dois l'avouer, voire de technocratie, comme parfois on peut le faire à l'ADEME, pour qu'un maximum de territoires s'embarquent. Mais là, on va les voir en leur disant, mais ce qu'on vous propose, nous, derrière, c'est d'inscrire la démarche dans la durée. C'est que vous puissiez vous doter en interne de personnes qui vont apporter de l'expertise, de l'animation et qui vont nous permettre d'instaurer durablement un dialogue. Concrètement, une équipe projet. Territoire à énergie positive, croissance verte, peu importe les termes, essayons de faire simple. Mais voilà, l'idée c'est de transformer l'essai. Voilà. TEPCV, ça a fait embarquer des tas de territoires. Maintenant, on veut leur dire, on a des tas de moyens à l'ADEME notamment pour réaliser des schémas de développement des énergies renouvelables propres à votre territoire, qui se fondent sur les réelles ressources de votre territoire et capacités à faire de votre territoire, des schémas de développement des réseaux de chaleur, le cas échéant, etc. etc. Donc voilà, cette initiative a fait que dans notre région, on a multiplié par 2 le nombre de TEPOS, et on peut s'en féliciter, mais maintenant, il faut les inscrire dans une démarche plus durable. Et Leclerc a des idées là-dessus ? Oui, alors effectivement, l'idée par rapport à cette dynamique, la dynamique est initiée. Maintenant, la question, c'est quelle consolidation. Ce qu'on peut dire quand même de manière assez certaine, je pense malheureusement, c'est qu'il y a eu une opportunité financière notable, plus de 500 millions d'euros investis dans les territoires, qu'on pourrait qualifier, sans vouloir être un peu méchant, un peu de feu de paille en termes de dispositifs financiers, dans la mesure où il est assez peu probable que les mêmes montants soient alloués, on verra ce que l'avenir nous réserve, selon des modalités de même nature. Et d'ailleurs, pour dire les choses un peu simplement, le mouvement ayant été créé maintenant, je pense que les modalités de financement doivent évoluer vers plus de qualitatif. Et en particulier, si on peut bénéficier du même budget à 500 millions d'euros dédié à la transition énergétique, par des dispositifs plus structurants dans le temps,
un exemple que n'a pas cité Nordine Boudjelida, mais que nous on apprécie beaucoup, les contrats d'objectifs territoriaux énergie-climat que porte l'ADEME pour financer de l'ingénierie interne et des études par les collectivités pendant une certaine durée, donc qui donne une bonne stabilité et qui laisse aux collectivités le choix aussi de ce qu'elles veulent faire, sont des bons dispositifs. Des dispositifs d'amorçage avec une ingénierie financière peut-être un peu plus fine maintenant, avec des avances remboursables, des subventions, mais positionnées là où il faut pour créer un vrai effet levier financier. Voilà, c'est là où on doit aller aujourd'hui, dans le cadre d'une consolidation finalement de tout cet univers territoire énergie positive tel qu'on l'a vécu. Et je pense que pour ça, le rôle de l'ADEME et des régions notamment, c'est-à-dire l'ADEME implantée en région et peut-être des DREAL encore à l'avenir, et des services dans les départements, les DDT, et parallèlement des entités au niveau national telles que Leclerc qui anime le réseau territoire énergie positive, peuvent être des forces justement qui vont faire perdurer cet entraînement qui a été créé par la ministre au niveau des territoires. Donc plutôt que décentralisation, vous parlez de territorialisation, avec tout l'enjeu aujourd'hui de massifier ou de consolider tout cet enjeu de territorialisation. Comment ça peut s'articuler justement ces deux niveaux, national et territoire? D'abord, prenons un peu de recul sur beaucoup de sujets de la chose publique. On a, dans l'histoire de notre République, des sujets qui étaient extrêmement centralisés. Vous prenez la culture, vous prenez la jeunesse et les sports, vous prenez même le social. C'était des sujets qui étaient centralisés encore au début sous la 3e et la 4e République. Et progressivement, en fonction justement de ce couple légitimité-légalité, c'est qu'à un moment donné, il devient plus efficace de traiter le problème à tel endroit. C'est un peu le principe de subsidiarité qu'on évoque souvent pour l'Union européenne, c'est-à-dire à quel échelon il est le plus pertinent d'avoir les pouvoirs pour agir, parce que c'est là qu'on agira avec le plus d'efficacité. Eh bien, on voit qu'on est en train de faire bouger le curseur. Quand je dis « on », c'est Leclerc, c'est nous, c'est les collectivités, c'est les territoires, c'est le citoyen qui dit bah, « tiens, là-dessus, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple de dialoguer au niveau territorial ». Donc tout ça, ce sont des atouts qui jouent en faveur de ce glissement progressif du légal, du centralisé, vers le décentralisé. On n'y est pas encore, mais c'est un mouvement qui est aujourd'hui, de mon point de vue, inéluctable. Peut-être parce que la perche m'a été tendue, effectivement, sur les contrats de développement des énergies renouvelables. Ça, c'est un vrai changement de paradigme. Alors, on est peut-être en train de jargonner, mais pour parler plus directement, c'est la capacité aujourd'hui de l'ADEME. Et d'ailleurs, les 2 premiers contrats au niveau national, ils sont dans cette région. Le territoire énergie positive de Saint-Étienne Métropole, PNR du Pilat, et la communauté d'agglo de l'Ouest rhodanien, c'est déléguer des crédits à une collectivité qui est engagée dans un territoire à énergie positive solide, robuste, tel qu'on l'a nous souhaité il y a 5 ans. On délègue des crédits sur toute une série de projets d'investissement en énergie renouvelable que la collectivité avec ses partenaires a identifié sur une période triennale. C'est une sacrée marque de confiance. Et pourquoi on peut le faire aujourd'hui? Parce qu'on a changé d'échelle. Et ensuite, ils ont les moyens, ils peuvent animer au niveau local. Vous voyez, ça c'est bien le témoignage de ce glissement irréversible vers peut-être un jour une décentralisation plus forte et quoi qu'il en soit aujourd'hui, une territorialisation de ces sujets. En tout cas, merci de nous illustrer concrètement. On sent bien qu'il y a une dynamique qui pourrait nous faire parler pendant des heures sur le sujet, mais on ne va pas pouvoir tout explorer. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir déjà donné les grandes lignes de ce bouillonnement des territoires. Merci beaucoup. Merci.